Sur France Info, à la radio et sur le canal 27 de la TNT avec notre invité Olivia Grégoire. Vous êtes députée La République En Marche de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Gros programme avec vous ce soir. On a beaucoup de choses à se dire. Notre visiteur du soir, c'est Arnaud Benedetti. Vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne, à l'université, expert en communication politique. Bienvenue à vous. Et notre parti pris, c'est vous, Isabelle Chailloux, chef du service économique de France Info. Restons les auditeurs dans un amphithéâtre, pas celui. Vous connaissez bien, les téléspectateurs vous reconnaissent aujourd'hui. Bonsoir, vous serez notre expert en matière budgétaire. On a besoin de vos lumières ce soir. Et tout est politique, c'est d'abord l'édito de Gilles Bornstein. Alors bonsoir Gilles. Bonsoir Jean-François. Emmanuel Macron a cherché finalement à remobiliser on peut dire les europhiles de tout crin, de tout bord. Hein. Et oui, on annonçait ici même un président Macron refroidi, voire tétanisé par le résultat des élections allemandes, donc forcément beaucoup plus prudent à l'heure d'avancer son projet européen. Eh bien, on ne saura jamais ce qu'il aurait dit si Merkel avait triomphé, mais force est de constater qu'il y est allé de bon cœur. Tous les mots qui fâchent ou qui plaisent, c'est selon. Ils sont, alors en termes de défense, une force d'intervention commune, sur le terrorisme, un parquet commun contre le terrorisme, justement. Sur l'économie, un budget de la zone euro. Sur le social, un salaire minimum européen. Et même la révision des traités, donc à terme peut-être, sait-on jamais, l'idée d'un nouveau référendum. Avec le culot de la jeunesse et l'assurance de celui qui a gagné alors qu'il devait perdre, Macron procède avec les Européens comme avec les Français. Il transgresse, il provoque, il avance ses pions. Même registre, puisque l'Europe ne fonctionne pas, eh bien autant tout changer. Ah, il s'adresse aussi à ses électeurs. Absolument. Il renoue avec la promesse des origines du macronisme. Vous vous en souvenez certainement quand il faisait applaudir le drapeau européen en meeting. Un candidat qui s'adressait à tous ceux, et de gauche et de droite, que l'idéal européen fait vibrer, ceux que l'hymne à la joie émeut, ceux qui rêvent d'Erasmus pour leurs enfants. Un candidat résolument, fièrement, profondément européen, là où d'autres avaient l'européisme honteux. Un candidat qui avait rassemblé, laissant de côté Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Laurent Wauquiez de l'autre. D'ailleurs, aucun des deux n'avait appelé à voter pour lui au second tour, en fédérant sur l'idée européenne. En avançant cet après-midi sur l'Europe, eh bien, Emmanuel Macron essaye certainement de refédérer cet électorat disparate qui se divise sur les questions économiques et sociales, mais dont il espère qu'il se rassemblera sur cette idée européenne. Alors, Olivia Grégoire, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que dit Gilles Bornstein ? C'est assez clair, en tout cas en rapport, me semble-t-il, avec le discours que j'ai entendu cet après-midi. Moi, ce qui m'a marqué dans ce discours, c'est effectivement que c'est en droite ligne avec ce que nous avons pu entendre durant la campagne présidentielle. Nous avons résolument un président européen, un pro-européen, et qui n'a eu de cesse de le dire dans une campagne qui ne l'était pas toujours nécessairement. Aujourd'hui, mais ce sera intéressant d'en parler aussi avec vous en termes de timing, de communication politique, je pense que le momentum est important. Je pense le momentum. Le moment, quoi. Le moment. Oui, mais c'est un moment très particulier. Et il est toum. Voilà. Oui. Il est toum, et donc c'est l'acmé, si vous voulez qu'on continue. C'est un moment où, j'adore les lettres classiques, pardon. Revenons, mais on nous critique parce qu'on met des mots en ing, alors je fais des lettres classiques, maintenant ça change. Non, c'est un moment important parce qu'en fait, hier, dimanche, les résultats d'Angela Merkel. On va y venir dans un instant. Il y avait un moment à saisir, et je pense qu'il a saisi le très bon moment. On va y venir, Olivia Grégoire, mais il y a tout d'abord le chiffre du jour, hein, c'est celui de la hausse de 0,6% du chômage en août, soit 22 300 demandeurs d'emploi sans aucune activité, les catégories A. En plus, 5 mois après l'élection, il n'y a donc pas d'embellie, pas d'effet Macron. Oui, alors vous avez reçu une de mes collègues de la Commission des Finances en parlant de choc de confiance sur tout à l'heure. France Info, oui. Voilà, n'y a-t-il pas eu un choc de confiance? Alors, vous savez, on est très déterminés dans cette majorité, on travaille beaucoup, le président est très déterminé, et notre ennemi numéro 1, vous venez d'en parler, c'est le chômage de masse. Néanmoins, on n'est pas encore des magiciens, il nous faut un tout petit peu de temps. En matière de perspective économique, en règle générale, en termes de François cycle... Hollande disait la même chose aussi, il lui fallait du temps. Hein. Oui, alors nous, on ne demande pas 5 ans nécessairement d'engagement sur le chômage. On demande que déjà on ait quelques mois, c'est-à-dire de pouvoir déjà passer ce projet de loi de finances que nous allons présenter, enfin que le ministre va présenter demain, Bruno Le Maire, et qu'on puisse mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour qu'elles arrivent au printemps 2018 de façon sonnante et trébuchante, notamment en matière de pouvoir d'achat des Français. Donc le miracle n'a pas eu lieu, le choc de confiance en quelques mois ne peut pas à proprement parler avoir lieu. J'insiste juste sur une chose.
le moral, quand même, globalement, des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, TPE, PME, en 2017, n'a jamais été aussi bon depuis 10 ans. Donc le message, c'est laissez-nous le temps. Alors, Petit peu de temps. Le discours d'Emmanuel Macron, on y vient, sur l'Europe était très attendu, surtout après, vous le disiez, Olivier Grégoire, la déconvenue d'Angela Merkel dimanche et l'entrée en force du parti d'extrême droite AfD au Bundestag. Le chef de l'État a tout simplement proposé un nouveau traité avec l'Allemagne. Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. Travaillons et consignons ces engagements communs dans un nouveau traité de coopération que nous pourrons signer ensemble pour le 55e anniversaire du traité fondateur, le 22 janvier 2018. Refaisons un traité de l'Élysée, le 22 janvier prochain. Voilà, un traité de l'Élysée, un traité avec l'Allemagne le 22 janvier. On est dans la symbolique, à quoi ça sert tout ça ? Ce sont quand même des rendez-vous, c'est de la symbolique, mais c'est aussi un rendez-vous qu'il donne dans quelques mois. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Le traité ? Oui. L'idée, c'est de redonner, 50 ans après le premier traité, de redonner un souffle aujourd'hui à une Europe qui ne va pas bien, et je suis pas sûr qu'on ait le temps en une heure d'expliquer toutes les causes des pathologies européennes, mais ça va pas. L'Europe, ce n'est pas que l'Allemagne, Olivier Grégoire. Non, ce sont 28 pays, dont 15 en particulier qui effectivement font énormément d'efforts et tirent au plan économique la croissance européenne. Il est important aujourd'hui que sur l'ensemble des questions européennes, on mette les choses à plat. Restons dans un amphithéâtre. Les Français l'attendent. Vous pensez que les Français attendent je pense que les traité Français, avec l'Allemagne ? alors pas un traité avec l'Allemagne. Je pense que les Français attendent de l'Europe qu'elle vienne les rassurer, les protéger, et qu'on a aujourd'hui une Europe qui est plus tatillonne qu'elle ne propose. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Un certain nombre d'éléments, par exemple d'opinion, que je suis avec beaucoup de précision. Vous savez, on n'a pas une opinion française qui est anti-européiste. On a aujourd'hui des Français qui, majoritairement, sont favorables à la communauté européenne de défense, à l'idée d'une zone euro, d'un budget européen et d'un ministre européen. On va poursuivre. On a aussi une opposition, excusez-moi, je précise juste, c'est tellement rare qu'on soit d'accord, donnez-moi une seconde. Et François Fillon et Benoît Hamon dans les programmes de campagne étaient d'accord là-dessus. S'il y a bien un point sur lequel on est d'accord, c'est sur l'idée d'une intégration économique importante en Europe. On va poursuivre sur cette idée à 21h10 sur France Info. Après l'info avec vous, Stéphane Milhomme. Et ce nouveau revers pour Donald Trump avec sa majorité. Les républicains américains renoncent à un volet sur l'abrogation de l'Obamacare, nouveau volet du texte concernant la complémentaire maladie examiné il y a quelques heures. Le point d'orgue de 8 mois de bataille interne et de tergiversation. Le grand orat d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, 1h45, et le président de la République propose de créer un parquet européen pour mieux lutter contre le terrorisme, créer aussi une force commune d'intervention à l'horizon 2020, installer un nouveau partenariat avec l'Afrique grâce à une nouvelle taxe sur les transactions financières. Une nouvelle hausse du chômage le mois dernier en France, plus 0,6% pour les personnes inscrites à Pôle emploi sans travail ni formation. C'est 22 300 chômeurs de plus, 3 500 000 chômeurs sur l'ensemble de la métropole. Face à la surpopulation carcérale à la prison de Nîmes, le tribunal correctionnel se déclare incompétent aujourd'hui. Les suites de la procédure engagée par 4 détenus, ils avaient cité l'État à comparaître pour mise en danger d'autrui. Ils voulaient dénoncer les conditions de détention de cette maison d'arrêt nîmoise. Et puis Martin Fourcade sera porte-drapeau de l'équipe de France au JO de 2018, des Jeux en février prochain en Corée du Sud. Un honneur pour le biathlète déjà couvert de récompenses, à commencer par le titre olympique de poursuite individuelle. C'était lors des Jeux de Sochi en 2014. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Tout est politique. La suite sur France Info avec nos invités Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, Arnaud Benedetti, vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne et vous êtes expert en communication politique, Isabelle Chailloux, la chef du service économique et social de France Info, et vous, Gilles Bornstein. Alors, autre temps fort de ce discours, Olivia Grégoire, sur l'Europe d'Emmanuel Macron, la création d'un ministre et d'un budget de la zone euro. Nous avons besoin d'un budget plus fort au cœur de l'Europe, au cœur de la zone euro. Les ressources de ce budget devront refléter cette ambition. Les taxes européennes dans le domaine numérique ou environnemental pourront ainsi constituer une vraie ressource européenne, finançant des dépenses communes. Et au-delà, nous devons réfléchir à affecter, en partie au moins, un impôt à ce budget. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, une fois son harmonisation réalisée.
Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Olivier Grégoire, c'est quoi l'idée? Les pays vont perdre leur souveraineté en matière de budget? Non, je ne crois pas que ce soit l'idée. C'est quoi, une double comptabilité alors? Non, pas nécessairement non plus. En tout cas, c'est une double comptabilité. Le mot est. Parce que si d'un côté vous avez un budget en France et un budget Oui, mais en Europe, si on regarde la réalité des faits, Budget, oui, mais j'ai le plaisir de siéger à la commission des finances. On est déjà quand même sur des budgets qui, pour partie et pour la majeure partie, ont des implications européennes. On a des politiques publiques qui, en termes budgétaires, sont quand même axées, en tout cas pour ce qui nous concerne, et on en parlera tout à l'heure sur alors le projet de loi de finances. souveraineté ou pas alors? Non. Pas perte de souveraineté, nouvelle souveraineté et souveraineté plus élargie. Et en fait, c'est très simple. Il faut juste regarder le monde. On est aujourd'hui dans une compétition économique mondiale et je pense qu'on en parlera. C'est une des solutions que nous avons de bâtir ce gouvernement de la zone euro au plan économique pour pouvoir maintenir une compétitivité de l'Union européenne que nous perdons chaque année. Isabelle Chailloux. Vous évoquez la compétition économique mondiale. Eh bien, justement, si on veut faire de la convergence fiscale, comment on fait accepter à l'Irlande, qui a bâti tout son modèle économique sur un taux d'imposition des sociétés qui est très en deçà de la moyenne européenne et qui vit sur l'accueil justement des grandes sociétés du numérique, comment on lui fait accepter de renoncer à ce qui fait aujourd'hui tourner son économie au détriment? Votre question est très bonne. Merci Comme de l'avoir posée. Non, mais je Oui. veux dire, très clairement. Elle est très pratique surtout. Elle est très pratique. Nous, on s'est engagé, par exemple, à passer de 33% de taux d'impôt sur les sociétés à 25% dans le quinquennat pour opérer une forme d'harmonisation européenne et donc baisser notre taux d'imposition en France pour converger au plan européen. Des questions se poseront à l'inverse pour que des pays aujourd'hui, étant membres de l'Union européenne, convergent aussi peut-être à la hausse. Ça va être compliqué, c'est compliqué quel comme moyen histoire. de Quand même. pression, Comment oui. vous faites? Écoutez, on verra s'il y a. Vous savez, moi, j'ai pas encore l'Europe dessinée demain avec le ministre des Finances au plan européen. Donc, on verra. Je pense qu'il y aura une obligation de convergence au plan de la fiscalité. On n'y arrivera pas sinon. Gilles Bornstein. On peut pas faire le dumping social au sein même de l'Union européenne. Donc, ça fait. Si nous on fait converger ça à la baisse, il y aura forcément des discussions pour faire converger à la hausse un certain nombre de pays qui aujourd'hui sont trop loin de la moyenne en matière de fiscalité européenne. Donc, on harmonisera. Par des moyens, effectivement, qui nous restent à préciser. On les trouvera, ces moyens. Ce qui est sûr, c'est que nous, on s'est engagé à baisser, que Pour d'autres l'instant, vont monter. cela reste de l'ordre du vœu, en fait. Oui, alors après, vous savez, vous connaissez mieux la politique que moi. Si on fait pas de vœux et qu'on n'a pas de rêve et pas d'objectif, on fait rien. Donc, Allez, Gilles Bornstein. Vous avez dit pas de transfert de souveraineté, mais le président de la République a dit tout à l'heure qu'il fallait un budget européen, un impôt européen, et qu'il était prêt à ce que le montant de l'impôt sur les sociétés, certes harmonisé, Voilà. soit géré par ce budget européen. Mais l'impôt sur les sociétés, Isabelle connaît ça mieux que moi, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Vous êtes prête à ce que plusieurs centaines de milliards d'euros soient gérés, que vous perdiez le contrôle là-dessus, vous, député national, et que ça soit géré par un ministre européen, une sorte de fonctionnaire nommé et non pas élu. C'est l'idée de la double comptabilité. Écoutez, moi, je suis pas à proprement parler choqué par ce type de proposition. Non, ça ne me. Et les Français choque pas. Les Français, je pense qu'ils sont assez lucides et qu'ils savent à quel point l'Europe est aujourd'hui présente dans nos arbitrages économiques. Et donc, je pense qu'il s'agirait peut-être d'aller au bout d'une logique. Il y a un certain nombre de prérogatives qui resteront nationales. Moi, ça ne me choque pas qu'au plan d'un équilibre budgétaire, dans une idée d'une France forte, dans une Europe forte, dans un monde certain, on lâche un peu de souveraineté au plan budgétaire. Pour ma part, ça ne me dérangerait pas et ce serait cohérent. Alors, il y aura demain la présentation du budget 2018. Vous le disiez tout à l'heure, l'équation est simple. Il y aura 10 milliards de baisse d'impôts l'an prochain et 16 milliards d'économies. Vous les trouvez où, tous ces milliards? Alors, Olivier je Grégoire. savais qu'on allait commencer par les milliards et les sous-milliards, des Bah oui, tiers de milliards. ça tient à ça. Oui. Mais j'adore parler des milliards. La preuve en est, j'aurais pas demandé la commission des finances sinon. Néanmoins, avant que ce ne soit présenté demain, avant que nous plongions tous ensemble pendant 2-3 mois dans ce projet de loi de finances, dans la partie recettes et la partie dépenses, avant de parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j'aurais juste qu'on prenne aussi quelques instants pour, avant de parler des milliards, savoir ce qu'on va faire de ce budget. Parce que j'entends déjà tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Politique de gauche, politique de droite, politique pour les plus riches, politique pour les plus modestes, politiquement. Je veux le dire, je veux le porter, moi j'y travaille. Ce budget est un budget équilibré. C'est un budget qui est
clair, il est sincère, et je pèse mes mots. C'est une musique qu'on entend depuis Non, mais ça des n'est pas années. une. Alors oui, c'est une musique qu'on entend, sauf que moi, à l'époque de la musique, je ne faisais pas de politique. Et comme vous, je lisais la presse, j'écoutais les médias et j'écoutais cette musique. Le fait est que lorsque nous avons été élus, on s'est rendu compte de ce qu'était la sincérité, par exemple, d'un budget. Nous prenons des engagements extrêmement précis. Je peux parler de chiffres si vous le souhaitez. En matière de réserve de précaution, nous allons présenter un budget qui est tenu et sincère. Premièrement, il est abondé. Il est abondé, il est financé. Et nous avons rebudgétisé, pour parler technique, tout ce qui avait été débudgétisé. Nous fixons non pas 8% de marge de manœuvre en termes de réserve de précaution et d'aléas, nous fixons 3%. C'est-à-dire que nous réduisons les marges de manœuvre. C'est simple, soit on réussit, soit on réussit. Parce qu'il n'y a pas derrière des dizaines de milliards pour ensuite aller financer des choses qu'on n'aurait pas réussi. Deuxièmement, c'est un budget qui joue, à mon sens, sur les 3 fondamentaux de l'économie et sur les 3 acteurs fondamentaux de l'économie. Sur les salariés, sur les entreprises et sur l'Europe, puisqu'on en parlait. Sur les salariés, en matière de pouvoir d'achat, sur ce que nous allons faire. C'est de l'incitation, donc. C'est-à-dire que quand vous baissez finalement l'impôt l'an prochain pour les uns et les autres, c'est pour les inciter à consommer. C'est quoi l'idée ? Alors, non, alors c'est pas. Et vous tablez là-dessus, vous tablez là-dessus pour Vous savez très bien qu'on n'a pas parlé de baisser l'impôt sur le revenu pour inciter. C'est pas nos mesures. Alors, on parle de pouvoir d'achat. Ça veut dire supprimer les cotisations maladie et chômage à compter en 2 temps. On l'a expliqué pourquoi. En fin janvier puis en octobre. Pourquoi en 2 temps? Pour respecter le déficit sur lequel nous nous sommes engagés à 2,6 en 2018, 2,6%. Deuxièmement, nous avons aussi un train de mesures extrêmement fortes au niveau des entreprises sur l'investissement productif. Je sais qu'on va en parler longtemps dans les semaines qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de l'économie aujourd'hui de l'argent qui n'est pas productif, qui n'est pas investi, et faire en sorte que cet argent rejoigne l'économie qu'on appelle, chez les économistes, l'économie réelle. Ça veut dire quoi? Investir dans les TPE et les PME qui majoritairement créent les emplois en France. Ça, c'est de l'incitatif toujours. Ça, c'est de l'incitatif. Non, c'est aujourd'hui une remise en place de tous les équilibres budgétaires qui sont les nôtres depuis 10 ans. Pardon, mais je trouve qu'on ne l'entend pas assez, donc je vais le dire. Ça fait 30 ans qu'on sert les mêmes recettes à la même maladie. Ça fait 30 ans qu'on a un chômage de masse et qu'on a 2 gros leviers. Fiscalité du capital, fiscalité du travail. On augmente les prélèvements obligatoires ou on augmente les impôts. On fait un pari différent cette fois-ci. Je pense qu'on peut essayer d'y croire. Allez, on va poursuivre sur ce budget à 21h20 sur France Info. Après l'info avec vous, Stéphane Milhomme. Le chômage toujours à la hausse, une augmentation de 0,6% le mois dernier. Cela représente 22 300 personnes supplémentaires sans emploi ni formation. Le nombre de personnes qui exercent une activité réduite, courte, augmente sur le trimestre. Fin août, Pôle emploi recensait plus de 5 600 000 personnes inscrites, toutes catégories confondues. Emmanuel Macron considère l'Europe trop faible, trop lente et trop inefficace. Le président de la République détaillait sa politique européenne cet après-midi pendant près d'1h45 à la Sorbonne. Il souhaite un budget de la zone euro pour faciliter les investissements. Pour l'éducation, le chef de l'État souhaite que les étudiants parlent au moins 2 langues étrangères et 2 langues européennes d'ici 2024. Vers une fusion entre Alstom et Siemens dans le ferroviaire. Les 2 industriels français et allemands doivent officialiser aujourd'hui leur rapprochement face aux géants chinois. En attendant, Xavier Bertrand pour les Républicains redoute un faux Airbus du ferroviaire. Ce projet ne construit pas, selon lui, un champion européen, mais un champion allemand. L'ancienne formule du Levothyrox de retour en pharmacie lundi prochain. Ce médicament très attendu des malades de la thyroïde. Certains ne supportent pas le nouveau dosage. L'objectif pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est que les patients aient désormais le choix. Et puis 1-0 pour le FC Porto face à Monaco en première mi-temps. Dortmund face au Real Madrid. Nicosie opposé à Tottenham. La suite des phases de poule de la Ligue des Champions, c'est la 2e journée. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Allez, la suite de Tout est politique avec nos invités ce soir. Olivia Grégoire, la députée La République En Marche de Paris, spécialiste des questions budgétaires. Avec vous, Arnaud Benedetti, notre expert en communication politique. Avec Isabelle Chailloux, la chef du service économique et social de France Info. Et vous, Gilles Bornstein, vous allez nous dégainer des histoires d'ISF, là. Est-ce que vous vous souvenez, dans le Monde d'avant, il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Sapin? Je m'en souviens bien, oui. Voilà, je me rappelle bien, je l'ai écouté hier sur une chaîne. Et bien justement, vous allez le réécouter. Je l'ai déjà réentendu. Il a trouvé une comparaison entre votre budget et celui de Nicolas Sarkozy. On l'écoute, c'était sur Europe 1. Combien a pesé, en termes d'allègement de l'impôt, le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy? 1,2 milliard
200 millions. Le nouveau bouclier fiscal, c'est 3,5 milliards d'impôts sur la fortune de moins, plus 1,5 milliard d'impôts sur le revenu de moins. 5 milliards, 4 fois plus. Le bouclier fiscal d'aujourd'hui, il est 4 fois plus épais que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Donc Emmanuel Macron est 4 fois plus le président des riches que Nicolas Sarkozy. Oui, puis Michel Sapin, c'est le monsieur qui a fait un budget sincère en 2016, dont on a prouvé l'insincérité en 2017. Et qu'est-ce que vous aussi. répondez à ce Qu'est-ce que je calcul, réponds Je réponds que ce type de comparaison, certes, n'est pas raison. On a annoncé aujourd'hui que Michel Sapin retournait prendre du service auprès de François Hollande pour information, donc il reste actif politiquement. Je pense que c'est, au-delà de la mauvaise foi, je pense que c'est du mensonge. Voilà. Je pense que ce qu'il dit est faux. Je pense que dire qu'on sort 3,5 milliards de l'impôt sur la fortune pour le donner aux riches, puisque c'est ça un bouclier fiscal, c'est faux. Et vous aurez l'occasion de le voir, puisque nous allons libérer cette masse. C'est les riches qui payaient qui ne payeront plus. Alors qui vont très certainement remettre cet argent ailleurs. Et espérons, et soyons fous, imaginons que des parlementaires aient peut-être un peu d'intelligence, et même imagine des dispositifs pendant les discussions parlementaires pour que cet argent puisse être incité à aller financer un truc de dingue, les entreprises françaises. Donc ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'on a le sentiment qu'on prend 3,5 milliards, qu'on sort 3,5 milliards et on allège les plus riches et qu'on les libère comme ça dans la nature. C'est totalement faux. Ouais. Nous allons créer des conditions fiscales et nous sommes en pleine réflexion sur des dispositifs pour que cet argent aille vers de l'investissement productif. Quant à ce qu'il dit sur le PFU, enfin, je veux dire, pour moi, le prélèvement forfaitaire unique oui. Je pense qu'on est là dans de la mauvaise foi, puisque 1,5 milliard, encore une fois, là, on a le sentiment qu'on retire de l'argent des riches pour les mettre, si ce n'est dans la poche de l'État ou que sais-je, c'est complètement faux. Isabelle Chailloux, c'est faux ? Mais en tout cas, c'est un manque à gagner quand même pour les caisses de l'État direct, la réforme de l'ISF, autour de 4 milliards à peu près. Quoi qu'il en soit, sans compter ce que va coûter cette taxe unique, ce prélèvement forfaitaire unique, en gros sur le capital ou sur le patrimoine financier, est-ce que c'est vraiment le moment, alors que vous nous vantiez le sérieux, le raisonnable budgétaire de ce projet de loi de finances où il faut faire des économies parce qu'il faut tenir les engagements? Il n'y avait pas d'autres leviers? Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres leviers, au-delà du fait que c'était un levier qu'on avait annoncé. Je pense aussi qu'on se méprend en termes d'analyse économique là-dessus. Je pense que l'argent qui va être dégagé, certes, c'est peut-être un manque à gagner pour l'État, mais ce qui est important pour nous, c'est que cet argent retrouve le chemin de l'investissement direct dans les entreprises. Et pourquoi retrouverait-il le chemin de l'investissement direct dans les entreprises ? Et là-dessus, c'est pareil, on n'a même pas encore présenté le projet de loi de finances qui sera présenté demain, on va rentrer dans les détails dans les jours qui viennent. Vous savez bien qu'il y a une discussion parlementaire, les recettes, les dépenses. On a beau avoir un peu moins de marge de manœuvre et de moins en moins, parce que l'Europe en a de plus en plus, on a quand même, en tant que parlementaire, des zones de proposition. Et nous allons être extrêmement précis et sourcilleux sur ce point. Ce que je trouve, si vous voulez... C'est-à-dire que je viens de vous le dire, nous allons, et je réfléchis, moi je suis rapporteur spécial TPE-PME, je réfléchis et je propose en ce moment avec mes collègues de la Commission des Finances, au ministre de l'économie, au Premier ministre... Non, on va laisser un peu de teasing, comme ça vous allez me réinviter, il faut un peu de suspense. Oui. Et je ne veux pas déflorer les amendements avant même de les avoir présentés au ministre, ça se fait. Ça veut dire que vous allez proposer des choses précises, des dispositifs fiscaux précis pour que l'argent qui ne sera pas taxé par l'ISF finance directement l'économie. Ça veut dire que, vous savez, il n'y a pas de science infuse, en tout cas chez nous. On est parfaitement conscient de la nécessité de flécher, comme on dit, de faire en sorte que cet argent libéré aille effectivement dans les entreprises. Et moi, en tant que rapporteuse TPE-PME, avec d'autres collègues, nous y sommes particulièrement attachés. Il ne vous a pas échappé que l'année prochaine, il y a un projet de loi TPE-PME LME 2 de Bruno Le Maire. Bon, il se pourrait qu'on atterrisse, dans le cadre d'une discussion, par exemple, à trouver des dispositifs incitatifs, intelligents, qui récompensent aussi la prise de risque et la rampe d'innovation dans les entreprises. Donc oui, on a le droit d'espérer. Donc attendez voir. Gilles Bernstein. Oui, une petite question politique. Alors au Sénat, ça n'a pas été des résultats mirobolants pour vous, alors on le sait. Le collège électoral ne vous favorisait pas. C'est vrai, je suis d'accord. Néanmoins, on a l'impression que le charme est un petit peu rompu entre Emmanuel Macron et les électeurs. Et on y reviendra avec Arnaud Benedetti tout à l'heure.
Oui, alors c'est drôle cette question de charme. Je ne sais pas si le charme est rompu. Si on regarde les études, typiquement, il y a 10 jours, on me disait « Oh, quel enfer, il sombre dans les sondages ». Et puis là, il remonte de 5 points. Bon. Est-ce que le charme reprend à l'IFOP JDD de dimanche, par exemple. Je ne sais pas si le charme est rompu ou reprend. Bon. Ce qu'il y a de sûr, pour dire les choses autrement, et je ne vais pas vous refaire le coup de ces mathématiques, puisqu'on vous l'a pas mal fait, mais les grands électeurs n'ont jamais été les moteurs de la transformation majeure du pays. Donc, si vous voulez, comme le disait joliment un collègue, Jean-Louis Bourlan, je suis étonné qu'on soit étonné. Et ces élections, c'était un peu le futur antérieur. Olivia Grégoire, concluez, parce que nous allons devoir passer aux infos et à la météo. Mais on va poursuivre, je vous le promets, avec cette thématique dans quelques minutes avec vous. C'est promis. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain matin, nous allons retrouver quelques nuages bas sur la moitié nord du pays avec des brumes et des brouillards au sud du soleil. Et puis, dans l'après-midi, la masse d'air va s'assécher pour laisser de plus en plus passer le soleil, y compris sur le nord, à l'exception de la pointe bretonne où une perturbation arrive poussée par un petit flux à 60 km/h. Quelques entrées maritimes sur le Languedoc et le Roussillon. Les températures sont de saison, de 7 à 16 degrés sur l'ensemble du territoire. Les températures de l'après-midi sont douces, elles, de 17 à 24 sur la moitié nord et de 21 à 26 sur la moitié sud. Pour jeudi, nous aurons la partie nord du pays sous les nuages avec de la pluie des Ardennes au centre, au sud du soleil, sauf sur le Languedoc et le Roussillon, de belles températures. Pour vendredi, nous aurons une journée très agréable globalement sur le nord-ouest du pays, l'arrivée d'une perturbation peu active, quelques risques d'orage sur les Alpes, sinon c'est du soleil sur le sud avec de très douces températures. Vous savez tout, passez une bonne soirée. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Elle a eu le discours fleuve d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Le chef de l'État propose de refonder l'Europe. Il a également dénoncé la montée des extrêmes 48 heures après la percée historique de l'AfD en Allemagne. On l'écoute. Ces idées ont nom nationalisme, identitarisme, protectionnisme, souverainisme de repli. Ces idées qui tant de fois ont allumé les brasiers où l'Europe aurait pu périr, les revoici sous des habits neufs, encore ces derniers jours. Elles se disent légitimes parce qu'elles exploitent avec cynisme la peur des peuples. Trop longtemps, nous avons ignoré leur puissance. Trop longtemps, nous avons cru avec certitude que le passé ne reviendrait pas. Nous avons pensé que la leçon était retenue. Alors comment le discours d'Emmanuel Macron a-t-il été accueilli à Bruxelles? Sans surprise, vous allez l'entendre plutôt bien, notre correspondant Valérie Lerouge. Oui, beaucoup d'enthousiasme ici. Ce discours a été très suivi dans les étages de la Commission européenne. Et quelques secondes à peine après la fin, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a tweeté et a salué, je cite, un discours très européen de mon ami Emmanuel Macron. Car il faut bien reconnaître qu'il y a très longtemps qu'un chef d'État n'avait pas eu un discours aussi volontariste, aussi pro-européen, qui préconise plus d'intégration à tous les niveaux, sanitaire, défense, innovation. Il prône même l'élargissement aux Balkans. C'est du pain béni pour les dirigeants de la Commission européenne, alors qu'ils ne sont pas très surpris non plus puisqu'ils avaient été mis dans la boucle quand même de ce discours. Pour autant, tout n'est pas gagné. Emmanuel Macron aura des chefs d'État de tous les camps d'ailleurs qui se retrouveront sur son chemin quand on rentrera dans les détails, car il préconise par exemple toujours un budget propre à l'Union européenne. On sait que les libéraux allemands qui devraient rentrer dans la coalition n'en veulent pas. Il préconise une réduction du nombre de commissaires de 28 à 15, j'en connais, qui vont freiner des 4 fers ici, ou encore il veut taxer davantage les géants de l'Internet. L'Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg ne manqueront pas de lui faire savoir leur opposition. Pour autant, on ne boude pas son plaisir ce soir, et Bruxelles apprécie ce soir ce vent d'air frais pro-européen qui souffle jusqu'ici.
L'économie pour terminer avec le mariage annoncé entre Alstom et Siemens. L'alliance entre les géants allemands et français du train n'est pas encore officielle, mais signée. Il s'agit d'une information France 2. L'État promet un mariage entre égaux, mais les salariés restent inquiets pour leur avenir. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 22h minuit avec Julien Benedetto qui nous a rejoint. Bonsoir Julien. Bonsoir Clément, c'est un plaisir de vous retrouver pour le 22h minuit tout à l'heure. Je vous propose de découvrir le programme. Votre journal ouvrira cette tranche, puis je recevrai le politologue Sylvain Kahn, spécialiste des questions européennes, pour décrypter le discours d'Emmanuel Macron. Notre page culture avec la chronique d'Isabelle Layer. Et puis vous retrouverez vos rendez-vous habituels, le vu, les sports. On sera en direct de Monaco pour la Ligue des Champions. Sans oublier l'interview écho avec ce soir une responsable syndicale des routiers. Voilà pour le programme. À tout à l'heure Clémence, 22h. Je compte sur vous. Je serai là. Et tout de suite, c'est la suite de Tout est politique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout est politique sur France Info avec Jean-François Aquili. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. La deuxième partie de Tout est politique, ce soir avec notre invité Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, avec vous Isabelle Chailloux, la chef du service économique et social de France Info, avec Gilles Bornstein et avec Arnaud Benedetti. Vous êtes professeur associé, faut-il le rappeler, à l'université Paris-Sorbonne et expert en communication politique. Alors je rebondis sur la très jolie expression de Gilles Bornstein. Y a-t-il au fond un charme rompu avec Emmanuel Macron ? Il est encore un peu tôt, me semble-t-il, pour le dire. Ce qui est vrai, c'est que les caractéristiques de Macron, en termes de marque, si on prend une comparaison publicitaire, c'est d'abord sa très grande combativité. Et ça, je crois qu'on le voit aujourd'hui. Il tient un discours très offensif sur l'Europe, alors qu'en Allemagne, les élections viennent, d'une certaine manière, ébranler son allié principal pour essayer de reconstruire l'Europe, Angela Merkel. Donc, c'est quelqu'un qui, dans l'adversité, fait toujours preuve d'une très grande combativité. Il a une deuxième caractéristique qui est très forte, c'est que il est un politique qui restaure l'idée de volontarisme. Ça, c'est très important. On a eu, ces dernières années, le sentiment que les politiques étaient assez impuissants dans sa démarche, dans sa façon d'être, ce qui ne veut pas dire qu'il aura des résultats, mais dans sa façon d'être, il est quelqu'un qui veut montrer que la politique, c'est d'abord une question de volonté. Et le discours qu'il a tenu de ce point de vue-là à la Sorbonne cet après-midi est un discours qui est marqué au sceau du volontarisme. Ça, c'est les côtés positifs. Mais il y a quand même des petits côtés négatifs, forcément. Le premier côté négatif, c'est qu'il donne le sentiment parfois d'une trop grande assurance de lui qui peut confiner à une forme d'arrogance. Donc, en effet, là, nous avons un point faible, disons, dans la façon de se comporter d'Emmanuel Macron. Le style, certaines déclarations qui, parfois, à l'étranger, ont pu choquer les commentateurs et choquer l'opinion, notamment les déclarations en Grèce, à Athènes. Donc ce parler cash, qui est d'ailleurs assez proche du parler cash qui était celui de Nicolas Sarkozy, constitue parfois une faiblesse avec une opinion publique qui est extrêmement sensible à la façon dont on lui parle. Et il y a un quatrième point qui est important, c'est que en effet, c'est un vrai souci. Il y a une forme parfois de dénégation du réel aussi. Et là, en l'occurrence, elle me paraît assez forte. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne le week-end dernier. C'est-à-dire le résultat de ces élections en Allemagne viennent d'une certaine manière fragiliser la stratégie européenne d'Emmanuel Macron, mais il décide de rebondir là-dessus et il décide de tenir un discours politique extrêmement volontariste sur l'Europe. Donc, en effet, il y a à la fois des marques qui sont extrêmement fortes en termes à la fois de volontarisme, de combativité, et puis un côté qui laisse apparaître un certain nombre de fragilités. Oui, Gilles Bornstein, peut-être vous voulez ajouter quelque chose, vous m'avez fait signe. Pas tout du va tout. Bien. Tout va bien jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Juste une question, Olivia Grégoire, pour rebondir sur ce que dit Gilles Bornstein, moi, tout va bien. Arnaud Benedetti. Non, je voudrais votre commentaire, on va voir si vous faites de la langue de bois ou pas, sur l'arrogance supposée d'Emmanuel Macron. Est-ce que je vous ai vu secouer de la tête, vous approuvez, vous êtes d'accord, pas d'accord ? Je suis assez expressive, donc je secoue souvent la tête. Oui. Je trouve votre analyse intéressante pour l'écouter et le suivre et faire partie de sa majorité. Vous savez, il y a aussi, je pense, une forme
je crois qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, à ce qu'il porte et à la notion effectivement de leadership. Je pense qu'il réincarne cette notion de leadership. J'ai lu dans certains de ses ouvrages cette notion et je pense que c'est un président qui veut remettre de la verticalité, qui veut redonner ce sentiment de verticalité. C'est pas facile dans une société hyper délibérative comme la nôtre de remettre de la verticalité, là où tout est horizontal, participatif et discuté. Il essaye de remettre, je n'ai pas dit d'autorité, j'ai dit de verticalité. Il y avait aussi une forme de verticalité dans le quinquennat précédent. Nous avions un président. Oui. Avec des institutions, tout n'était pas horizontal. La verticalité, si vous voulez, c'est la dimension où on me présente tout ce qu'on veut, mais à un moment, je fais un choix, je porte mon choix et je vais au bout du choix. Mais sur ma question, Gilles Bornstein rappelait à juste titre le mot fainéant tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça va trop loin parfois? Et comme le dit Arnaud Benedetti, qu'il y a peut-être dans le style quelque chose à corriger? Je pense que, d'abord, je pense que l'homme, peut-être la femme parfaite, mais l'homme parfait n'existe pas. Et je pense qu'il est, regardez-le, le non-verbal, c'est plus votre métier que le mien, est très parlant chez Emmanuel Macron. Il est complètement engagé dans ce qu'il raconte. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Il y a une notion, on a entendu téléévangéliste, etc. pendant la campagne, mais il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup qui est « practice what you preach ». Il est vraiment là-dedans. Il s'applique à lui-même. Ce qu'il dit, il le porte, il le croit. Et il peut alors, dans ce moment-là, dans une forme de frénésie de l'action et du discours, comme tout humain, faire Gilles Bornstein, vous entendez le fait, parce que moi aussi, il m'arrive de lire des sondages comme vous. Et comme l'a dit M. Benedetti, je sais que les Français lui savent gré de ce volontarisme. Mais ce qu'il dit est vrai. Les Français le trouvent parfois arrogant. Est-ce que vous entendez que parfois, ces propos peuvent paraître arrogants? Alors, je l'entends. J'y suis extrêmement vigilante. Il y a une chose qu'on ne voit pas et que je voudrais juste partager avec vous et que j'apprends à ses côtés et aux côtés de cette majorité. D'abord, il nous faudra un peu de temps si ce concept d'arrogance monte pour expliquer qu'il ne l'est pas. Vous savez, il est, alors c'est un mot compliqué, pardon, mais et il l'a emprunté à Paul Ricoeur, dans une herméneutique permanente. Ah oui. C'est un homme qui, tous les matins, tous les soirs, relit ses discours, relit ses propositions. Il est en questionnement permanent. On n'est pas du tout vis-à-vis de quelqu'un qui a des certitudes. Et c'est paradoxal avec ce sentiment volontariste dont on vient de parler. Mais il est comme ça. On a le sentiment avec Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui fait de la communication la pierre angulaire de sa façon d'être à l'espace politique. C'est-à-dire que la communication pour lui, et d'ailleurs de ce point de vue-là, il utilise la communication comme les pères fondateurs de la communication politique l'ont créée, c'est-à-dire que la communication, c'est un instrument de contrôle et de domestication de la relation à l'opinion publique. Et il y arrive assez bien lorsqu'il est dans des situations qui sont des situations en général très solennelles, comme celle à laquelle nous avons assisté cet après-midi à la Sorbonne. On a le sentiment, mais ce n'est peut-être qu'un sentiment, que lorsqu'il est dans une situation un peu plus spontanée, là, il a plus de mal à un moment donné à maîtriser sa parole et son expression publique. Donc, c'est la raison pour laquelle il se sert de la communication comme d'un tuteur pour peut-être éviter de temps à autre ces formes de dérapage qui parfois lui sont reprochées. On va poursuivre sur cette idée dans un instant avec vous, Arnaud Benedetti. Ce sera après l'info avec Stéphane Lilhomme à 21h40 sur France Info. 7 000 à 8 000 habitants ont déjà quitté Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Précision de la ministre des Outre-mer devant l'Assemblée nationale. Annick Girardin constate que 1 700 ont gagné la métropole, 6 000 la Guadeloupe. 3 semaines après Irma à Saint-Martin, 63% des foyers ont à nouveau de l'électricité, 44% de l'eau potable au robinet. Le terrorisme, la défense, l'aide aux réfugiés. Emmanuel Macron a listé cet après-midi depuis la Sorbonne ses souhaits pour relancer la politique européenne. Il veut également un marché européen de l'énergie et une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Un budget de la zone euro également pour accélérer l'investissement. Une nouvelle hausse du chômage en France le mois dernier, plus 0,6% pour les personnes inscrites à Pôle emploi sans travail ni formation. C'est 22 300 chômeurs de plus en un mois et cela représente plus de 5 600 000 personnes, toutes catégories confondues. Un nouveau revers pour Donald Trump avec sa majorité aux États-Unis. Les républicains renoncent à voter l'abrogation de l'Obamacare, un nouveau volet du texte examiné il y a quelques heures. Le point d'orgue de 8 mois de batailles internes et de tergiversations. Et puis 1-0 pour l'instant pour le FC Porto face à Monaco. Nous en sommes quasiment à la mi-temps. Dortmund face au Real Madrid. Nicosie opposé à Tottenham. La suite des phases de poule de la Ligue des Champions. Et c'est la deuxième journée. France Info.
21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Nous poursuivons avec vous, Arnaud Benedetti, sur l'homme Macron. Et j'ai une question pour vous. Cette façon de présenter plusieurs choses en même temps, hein, le plan à 56 milliards d'investissement, le discours sur l'Europe, le budget, est-ce qu'il y a une espèce de façon de faire à la Sarkozy qui crée des effets de souffle politiques? De ce point de vue-là, il n'innove pas vraiment. En fait, ce concept de sursaturation de l'espace politique, il a été bâti par le principal conseiller de Tony Blair, qui était Alastair Campbell, qui a promu cette idée qu'il fallait être extrêmement présent dans l'espace médiatique pour sidérer notamment la concurrence et sidérer l'adversaire. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais avec un risque qui est toujours important, c'est à un moment donné d'avoir une action qui ne devient plus lisible pour l'opinion publique. Et ça, c'est le risque aujourd'hui qu'il encourt. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'est heurté à cette difficulté également. C'est que quand vous sursaturez l'espace médiatique, quand vous sursaturez l'espace politique de propositions multiples et variées, vous êtes moins entendu, moins compris, moins bien reçu par l'opinion. Olivia Grégoire, il y a un risque là-dessus. D'ailleurs, vous êtes, vous, mandaté comme d'autres parlementaires de La République En Marche pour porter la parole. Porter la parole. Vous l'assumez, ça ? Oui. C'est une stratégie de communication du parti majoritaire. Non, enfin tous les partis depuis toujours et tous les groupes parlementaires ont des porte-paroles, donc c'est pas nouveau. On a beau être La République En Marche, il y a toujours eu des porte-paroles en politique et je ne fais que porter la parole. Souvent d'ailleurs, celle de mes collègues députés. Un porte-parole, ça porte la parole déjà à l'intérieur de son groupe. Intéressant effectivement de rappeler Alastair Campbell. Je voudrais juste rajouter deux choses. Il n'y a pas que de la communication là. C'est pas que de la sursaturation médiatique. On a dit que c'était aussi de la communication. Oui, mais il y a aussi juste des questions de conjoncture. Aussi, hein. Il y a des moments et non pas des momentum. Donc il y a des moments où vous avez une marge de manœuvre conjoncturelle notamment qui est peu ou prou favorable. On a vu les chiffres de la croissance. Il y a maintenant une fenêtre de tir dans les 12-18 mois qui viennent, et le président vient d'être élu, et il bénéficie quand même, malgré ce que nous font croire les opposants, d'une légitimité. Il a une majorité au Parlement, et nous avons au plan économique, aujourd'hui, la fenêtre de tir pour mettre en place en même temps toutes les transformations que nous souhaitons mettre en place. Pourquoi on veut les mettre en place en même temps? C'est pas juste pour saturer l'agenda médiatique, hein. C'est juste accessoirement, parce que je vais vous faire un scoop, ça n'est pas que le budget du en même temps, c'est aussi le budget du l'un dans l'autre. Ça veut dire que tout se tient. C'est fini de raisonner en silo. Faut arrêter de raisonner la politique du logement. Ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec la dette, ça n'a rien à voir avec la dépense publique. Tout se tient. Et on a trop longtemps raisonné en matière de politique économique et publique en silo. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de raisonner sur différents sujets. Je prends santé et environnement, par exemple, on travaille ensemble sur ces sujets. Et donc, dans le budget, vous le verrez, un certain nombre de sujets se tiennent entre eux, parce que budgétairement, ils se tiennent entre eux aussi. Alors, je vais donner la parole à Isabelle Chailloux sur le budget. Vous avez l'impression de des silos? C'était surtout sur la question du budget du en même temps. Oui. Le calendrier dit un peu le contraire dans ce budget. Il y a un budget du en même temps au 1er janvier pour la hausse de la CSG, mais en 2 fois pour la baisse des cotisations. Sur 2018. Au 1er janvier aussi pour la réforme de l'ISF, mais en 3 ans pour la réforme de la taxe d'habitation qui va concerner les ménages, la revalorisation des minima sociaux qui est ou échelonnée ou en fin d'année 2018. C'est un calendrier qui donne aussi un sens des priorités. C'est pas tout en même temps en début d'année prochaine. Enfin, c'est vous la chef économiste, donc vous savez. Elle connaît ces sujets. Non mais vous savez très bien qu'il est parfaitement impossible de tout faire en même temps en 3 mois dans un PLF. Non mais donc il y a des choix. Non, il n'y a pas des choix. Il y a un agenda. Il y a un agenda. Et comme je vous l'ai dit, l'Europe, par exemple, tenir nos engagements européens, c'est pas une option pour nous. Donc, de fait, c'est un postulat de départ. Donc, on préfère faire une baisse de charge pour les salariés en 2 temps pour être sincère et maintenir nos engagements au plan européen. Donc, c'est un budget qui est progressif sur les 2-3 années qui viennent. On n'en a pas parlé, mais accessoirement, c'est la première fois qu'on présente un budget sur 5 ans. Ça, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais je voudrais quand même le redire. Et sur les 2-3 premières années, on fait quand même des efforts sur l'ensemble des politiques publiques en tenant compte de la nécessaire question d'agenda aussi. La priorité, c'est l'entreprise, c'est ça? Non, la priorité, c'est le pouvoir d'achat et les actifs, les gens qui travaillent. Ce que veut dire Isabelle, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, là, vous le faites tout de suite. La suppression de l'ISF dont on parlait, c'est tout de suite. Et pour tout le monde, vous auriez pu le faire en 3 fois. Vous le faites en 1 fois. La flat tax, la PFU, je sais plus comment. PFU. Voilà, c'est tout de suite. Donc, c'est effectivement, il y a des choix. Pour les salariés, c'est en 3 ans. Non, pour les privilégiés, c'est tout de suite. Non, je peux pas laisser dire ça, même si on peut l'analyser comme ça. Je peux pas laisser dire ça parce que ce que nous faisons, encore une fois, et je vais le répéter, peut-être en reprenant juste l'exemple de tout à l'heure. Vous savez,
On pleure de tous ces jeunes actifs, des entrepreneurs qui partent aux États-Unis, à Londres, monter des boîtes parce qu'ils trouvent pas de financement, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce que le marché du travail, parce que la situation française, etc. C'est facile de pleurer et de s'émouvoir quand on est un ministre du Travail et qu'on va dans des grandes cérémonies aux États-Unis, comme l'année dernière. C'est quand même plus courageux que de créer les conditions pour que ces gens qui créent des jobs, qui embauchent et qui créent de la valeur ajoutée le fassent en France le plus vite possible. Alors si vous voulez que je vous dise que moi ça me dérange pas d'alléger la fiscalité du capital de 3 milliards début 2018, je vous le dis, parce que je veux que les entrepreneurs, les entreprises, pas les grands groupes, attention, il faut arrêter aussi avec cette espèce de les entreprises, les grands groupes. Non, 80% des jobs sont créés par les TPE, par les PME. Vous êtes d'accord pour dire que c'est une politique que l'ancienne UMP, on ne parle pas des Républicains aujourd'hui, mais aurait pu mettre en place précédemment? Je vais vous dire, c'est une politique que et la gauche et la droite va critiquer vertement, et je les attends. C'est une politique qu'ils vont critiquer. Pourquoi? Parce que nous avons et des mesures qui viennent plutôt de la gauche et des mesures qui viennent plutôt de la droite. La droite. Mais moi, j'attends la droite quand elle va me parler des contrats aidés, des dotations aux collectivités locales. Si vous voulez, les leçons d'Éric Woerth sur les dotations aux collectivités locales et les contrats aidés, on les attend aussi. Isabelle Chailloux, ce budget, il vous paraît nouveau, novateur, ou c'est tout comme avant? Alors en tout cas, c'est un budget de choix politique qui est celui du respect des engagements européens et puis qui est aussi celui de la réduction de la sphère publique. D'abord à la maîtrise des dépenses, il y a des économies, il y a une volonté que cette dépense publique ne progresse pas. Le Premier ministre l'avait dit assez clairement dans son discours de politique générale, il faut que la France se guérisse de son addiction, de sa dépendance à la dépense publique. Après, un budget sur le respect de ses engagements, ça on le saura en fin de l'année prochaine. On verra s'il y a ou pas ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif, c'est-à-dire si on cherche à combler les trous. Il y a un élément en revanche qu'on peut donner, factuel, c'est l'avis du Haut Conseil aux finances publiques, qui est une autorité indépendante et qui se prononce, qui trouve que ce budget, en tout cas dans son cadre, est raisonnable. Il trouvait que l'année dernière, le dernier budget du quinquennat Hollande était des objectifs hypothétiques, mais il faut dire aussi qu'entre-temps, la croissance est repartie. Mais je retiendrai que c'est un budget politique, c'est un choix. Olivia Grégoire, raisonnable, ce n'est pas très audacieux, c'est pas le même mot. Je pense qu'on peut être... en fait, aujourd'hui, l'audace consiste à être un peu raisonnable. Quand on a 2200 milliards de dettes publiques, soit on peut continuer, mais c'est simple. Après, on pourra reparler des APL dans 5 ans, si on continue comme ça. On va vers des pentes où dans 10 ans, on n'aura plus d'APL. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il faut regarder les choses. Par exemple, le logement, c'est pas rien de s'attaquer au logement. Le travail, les contrats aidés, c'est courageux comme choix. Et vous avez raison. Le budget, c'est quoi? On l'a un peu oublié, c'est devenu un débat d'initiés de la Commission des finances. Mais le budget, c'est avant tout l'acte politique de l'exécutif et d'un gouvernement. Et oui, on a fait des choix budgétaires. Juste avant de vous rejoindre, j'étais avec le Premier ministre, avec qui nous parlions du projet de loi de finances. Ça fait partie des premiers mots qu'il a prononcés, donc je les assume sans problème. Nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix pour les actifs. Nous avons fait des choix pour libérer des énergies, mais aussi pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Et je vous demande une chose aussi, parce que je ne l'ai pas dit, c'est de regarder en miroir et en cohérence, puisque nous présentons le projet de loi de finances demain, le projet de loi de financement de la sécurité sociale jeudi, au sein du PLFSS, financement de la sécurité sociale. Vous verrez, nombre de mesures en matière de protection et de soutien aux plus fragiles, aux plus âgés, aux plus modestes, et notamment, par exemple, aux femmes et aux familles monoparentales. Allez. On ne peut pas dire que ce budget soit déséquilibré, il s'adresse à tous. Allez, on y revient après l'info avec vous, Stéphane Milhomme, 21h50 sur France Info. Le chômage toujours à la hausse, une augmentation de 0,6% le mois dernier. Cela représente 22 300 personnes supplémentaires sans emploi ni formation. Le nombre de personnes qui exercent une activité réduite courte augmente sur le trimestre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, salue le discours très européen d'Emmanuel Macron. C'était cet après-midi à la Sorbonne. Le chef de l'État propose un parquet européen pour lutter contre le terrorisme, une police européenne des frontières. Et puis pour l'aide au développement, le chef de l'État se dit prêt à donner l'intégralité des ressources de la taxe sur les transactions financières. Madrid s'attaque à la logistique du référendum interdit en Catalogne. La police occupera les bureaux de vote dimanche pour empêcher le scrutin. La consultation pour l'autodétermination. Contexte tendu en Espagne, le Premier ministre Mariano Rajoy annule sa participation vendredi au sommet européen. Les suites de l'incendie d'un collège à la Villeneuve de Grenoble en juin dernier, avec aujourd'hui 8 jeunes
jeunes suspects en garde à vue, âgés de 15 à 18 ans, interpellés dans ce quartier. Ils ont reconnu être ce soir-là à proximité du collège Lucie-Aubrac et disent avoir vu des personnes qu'ils ne connaissent pas mettre le feu. Et puis Uber, malmené en Grande-Bretagne, menace maintenant de se retirer du Québec. Cette province du Canada veut mettre en place de nouvelles règles pour ne pas léser les taxis devant le développement de ces transports à la personne. Le Québec impose notamment une formation des conducteurs beaucoup plus longue. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. La suite et la fin de Tout est politique avec vous, Olivia Grégoire, députée de La République En Marche de Paris. Vous évoquiez à l'instant le PLFSS, enfin le budget de la sécurité sociale, cette sécurité sociale qui est en déficit toujours. Comment est-ce que vous allez faire pour à la fois, on va dire, remplir les caisses déficitaires et puis on va revaloriser les minima sociaux? Où est-ce que vous trouvez l'argent? Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait et qu'on va présenter dans les 2 jours qui viennent. Donc l'argent, on le trouve. Les économies, et notamment au sein de l'État, on les trouve. Et le projet de loi de finances, vous savez, le projet de loi de finances... Mais qui sera mis en contribution? Les hôpitaux? C'est quoi l'idée? Attendez que la ministre vous le présente. Pour le coup, c'est pas à moi de déflorer les... Non, c'est pas teasing. C'est que je déflore pas les propos d'un ministre qui présente demain et après-demain ses principaux éléments. C'est au sein du PLFSS que vous aurez la question de la CSG. Donc nous aurons, j'espère, peut-être je serai réinvité pour avoir l'occasion d'en parler avec vous. Avec plaisir. Mais pour avoir écouté Agnès Buzyn pas plus tard qu'il y a 1 heure avec le Premier ministre, elle nous a annoncé un certain nombre de mesures, à nous, députés de la Commission des Finances, que je ne connaissais pas et que je pense vous jugerez relativement juste. On en sera plus en temps utile. Arnaud Benedetti, cette idée de président des riches, ça colle à la peau. Il a le risque que s'installe dans l'opinion le sentiment qu'il y existerait une France d'en haut qui se serait agrégée autour d'Emmanuel Macron et qui serait minoritaire, en tout cas sociologiquement, et une France d'en bas qui serait majoritaire et qui ne serait pas entendue et protégée par ce pouvoir. C'est toujours le risque, en tout cas, que l'on peut encourir avec la politique, qui l'assume d'ailleurs, qui est une politique plutôt que l'on peut qualifier de libérale et qui en effet peut susciter ce sentiment. Isabelle Chailloux, le président des riches, le budget des riches, vous qui avez plongé au cœur de l'ISF, du moins de la réforme de l'ISF, qu'est-ce que vous diriez, vous? Qu'il y a une question qui relève du détail, qui n'en est pas, mais quand on concentre l'impôt sur la fortune sur le patrimoine immobilier et qu'on fait effectivement sortir, par exemple, les actions, les dividendes, on sait qu'on favorise les plus aisés, dits plus aisés, puisqu'ils ont moins de patrimoine immobilier et plus de patrimoine financier. Et puis, est-ce que faire sortir du calcul de l'ISF les yachts et les jets privés, est-ce que ça relance l'économie? Je pense que c'est sur les yachts et les voitures de sport, je pense que c'est voir le sujet par le petit bout de la lorgnette. Voilà. Oui, mais c'est un sujet qui existe pour l'instant. Oui, mais c'est un sujet dont vous aurez, texte, il est en l'état, il est comme ça. Avec une symbolique en débat parlementaire, mais vous savez, moi, je suis un peu. On est quand même un pays à cases. Les riches, les pauvres, les bons, les mauvais. On est très bon pour les étiquettes en France. Il y a une chose, moi, qui me choque un peu dans tous les échanges que j'ai, c'est que j'ai l'impression que le risque, c'est l'apanage des riches, pour le coup. Mais le risque, c'est aussi ce qui fait que quand on n'est rien et qu'on vient de nulle part, on arrive à grandir aussi. Le risque n'est pas l'apanage des ménages les plus aisés. Sortir cet argent, effectivement... Là, vous êtes sur l'ISF, vous êtes sur une mesure du PLF. Parce qu'elle est très symbolique. Oui. C'est une mesure elle est hautement symbolique. Elle est hautement symbolique et je vous le dis et je l'assumerai tout au long de ce projet de loi de finances. Nous assumons d'alléger la fiscalité du capital et nous souhaitons que cet argent se réveille et nous allons créer des dispositifs et nous allons être audacieux pour essayer de convaincre les banques, les acteurs financiers, parce que c'est ça votre question, que cet argent soit réinjecté dans l'économie réelle. Mais c'est... Moi, le coup des riches et des pauvres, c'est vrai qu'il y a un moment où les bras m'en tombent parce que on n'est pas du tout dans cette acception-là. On s'occupe de la prime d'activité, ça fait un 13e mois au bout de 5 ans de mandature. Vous réfutez, les adultes handicapés, le minimum vieillesse, c'est un truc de droite, ça.
Je suis pas d'accord. Ni de gauche, ni de droite, ni de pauvres, ni de riches. Allez, vous réfutez donc cette accusation qui tourne un petit peu. Juste une question de Gilles Bornstein. Pardon, Gilles, on n'a pas eu le temps de la poser tout à l'heure. Vous avez une question adressée personnellement à Olivier Grégoire. Absolument. Hier, à votre place, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur nous disait que des centres de préorientation pour l'accueil des migrants allaient être créés en banlieue parisienne et elle nous confirmait que l'un serait créé dans Paris, intramuros. Est-ce que vous êtes prêt à en accueillir un dans votre circonscription, Olivier Grégoire? Alors écoutez, Gilles Bornstein, j'ai eu cet été, pas plus tard que cet été, absolument, un camp de migrants qui a ouvert au mois d'août et mon collègue Hugues Rançon et moi-même l'avons accueilli, avons suivi ça de très près. Il a été fermé en bonne et due forme le 4 septembre dernier. Nous n'avons eu aucun problème, ni avec les riverains d'ailleurs, ni avec l'ensemble des migrants qui étaient à l'intérieur. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui attisent les peurs. C'est un sujet qui mérite l'attention. Si il est question que ce soit dans Paris, nous sommes plusieurs députés parisiens, nous regardons le sujet, mais je n'ai pas a priori, de rejet lorsque les choses sont faites intelligemment et démocratiquement. C'est un sujet qu'on ne peut pas balayer d'un revers de manche. En tout cas, je ne balaye pas d'un revers de manche. Et ce sera le mot de la fin avec vous, Olivia Grégoire, députée de La République En Marche de Paris, avec Arnaud Benedetti, expert en communication politique, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, avec Isabelle Chailloux, la chef du service économique et social de France Info, avec Gilles Bornstein. Demain, Tout est politique recevra un député, les Républicains, Éric Ciotti, député à l'air des Alpes-Maritimes. Merci à vous et bonne soirée.